Salut à toutes et à tous. Nous sommes au local de la CGT Antoine Béclair. J'ai avec moi Véronique Bas, qui est la secrétaire générale du syndicat CGT, bien sûr, à Antoine Béclair. Notre petit rendez-vous habituel. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. J'ai envie de te demander comment tu vas. Moi je vais. C'est l'hôpital qui va de plus en plus mal et du coup les soignants qui vont de plus en plus mal aussi. Et que je crois que c'est qu'un début malheureusement. Ça fait combien d'années tu es au syndicat, responsable syndical? Oula, responsable syndical depuis 2017. Et sinon, je suis syndiquée depuis ma première année d'infirmière, c'est-à-dire en 1982. Voilà. Peux-tu nous faire un petit bilan de ces années? Alors, un bilan de ces années. Bon, au tout début de mon exercice professionnel, j'ai travaillé de nuit, où on avait assez peu de personnel et déjà, fallait se battre pour obtenir du personnel. Je travaillais en médecine interne de nuit. J'ai connu les années, ce qu'on a appelé les années SIDA, où effectivement c'était très difficile et ça nécessitait un peu plus de personnel que pour les pathologies plus classiques. Et on a obtenu à ce moment-là du personnel. Et fin des années 80, début des années 90, grâce à nos luttes syndicales, on a obtenu des augmentations de salaire, des augmentations de personnel. Mais à l'époque, ça bougeait beaucoup. Moi, j'ai connu des manifestations où il y avait 300 000 agents dans Paris. Alors, pas tous de l'assistance publique, bien sûr, mais de l'ensemble des hôpitaux publics, privés, tous des soignants, 300 000 dans les rues. C'était quand même... c'était quand même quelque chose. Tu penses que maintenant, les gens ils s'intéressent de moins en moins aux syndicats? Oui, parce que alors, ce qu'on entend, c'est oui, de toute façon, les manifestations, ça sert à rien. On a quand même à chaque fois obtenu des choses, et par des grèves, et par des manifestations, mais encore faut-il qu'on soit nombreux. Alors, évidemment, on n'a pas décroché la lune, mais le peu qu'on avait réussi à arracher, parce que c'était quand même, on nous l'a pas donné en levant poliment le doigt, hein, il a fallu quand même, oui, manifester régulièrement, se regrouper, être nombreux, parce que effectivement, il n'y a qu'en étant nombreux à défendre une même cause qu'on arrive quand même à faire quelque chose. Et aujourd'hui, les jeunes, par manque de connaissances de tout ça, pensent que manifester, ça ne sert plus à rien et se bougent plus, se mettent même plus en grève, même de manière symbolique, alors que ce sont des chiffres qui remontent au ministère et que le ministère, en fait, ne s'intéresse qu'aux chiffres qui lui remontent. Le taux de participation à une grève, quand il voit qu'il y a 3% de grévistes, ça les fait doucement rigoler, quoi. Donc même ça, même se déclarer gréviste, ne serait-ce qu'une heure ou une demi-journée, parce que je comprends bien que personne n'a envie d'avoir des diminutions de salaire, mais si on est en grève une heure, on nous retire une heure de salaire, ma foi, pour obtenir des choses, c'est quand même pas cher payé. Et ça montre aussi quand même que les gens sont dans un mouvement. Alors, il y a moins de gens dans les manifestations parce que déjà, on a moins de personnel, que tout le monde est assigné ou presque. Et voilà, puisqu'on est en effectif minimum tout le temps. Donc, c'est effectivement difficile de ne serait-ce qu'en nombre, de mettre des gens derrière une banderole en manifestation. Oui. Est-ce que tu es satisfaite du fait qu'il y a pas mal de combats que tu as menés? Est-ce que ça aboutit à quelque chose concernant la CGT? Les manifestations, les grèves, est-ce que ça aboutit à une augmentation, à des... Oui, ça aboutit aux augmentations de salaire. Les dernières, alors revenons par exemple sur le Ségur. Sur le Ségur, que la CGT n'a pas signé. Pourquoi la CGT n'a pas signé cette augmentation de 183 euros net? Parce que on aurait pu obtenir bien davantage. Et il y a des organisations syndicales qui se sont précipitées sans avoir demandé
à leur base, à leurs adhérents ou au personnel, ce qu'ils en pensaient. Nous, on a demandé à tout le monde, hein, et tous nos syndiqués et toute notre base a dit on ne signe pas ça. Les autres, c'est-à-dire FO et CFDT, ont signé, c'est 183 euros. Et maintenant, le gouvernement nous dit on a quand même beaucoup augmenté les salaires, mais ce n'est même pas le rattrapage des 10 ans de gel de point d'indice. Donc non, il ne fallait pas signer. Et on aurait obtenu, en tenant, et si tout le monde avait tenu le même discours, on aurait obtenu des augmentations de salaire bien supérieures à ça. Est-ce que les comptes... Nous, on demandait au minimum 300 euros pour tout le monde. Voilà, donc on a obtenu un peu plus de la moitié de ça. Alors effectivement, pour une catégorie C, 183 euros, c'est pas neutre, hein, ça représente 10% d'augmentation de salaire, mais pour les autres, 183 euros, surtout quand on travaille en Île-de-France, où les loyers sont hyper chers, ça met à peine de beurre dans les épinards. Et on voit bien les agents de la fonction publique qui ont de plus en plus de difficultés financières. Et puis, on voit bien aussi qu'ils courent après l'argent puisqu'ils n'arrêtent pas de faire des heures supplémentaires, qui sont d'ailleurs très néfastes pour leur santé, mais on comprend pourquoi ils les font. Parce que nos salaires sont beaucoup trop faibles, et au lieu de se battre justement pour avoir des augmentations de salaire avec un temps de travail normal, non, les gens sont obligés, alors ça arrange tout le monde, hein, ça arrange la direction, ça arrange les agents parce que effectivement ça leur fait une rentrée d'argent, mais ça arrange la direction plutôt que d'avoir des embauches. Et alors on a des agents qui nous disent ah oui, mais s'il y a des embauches, on ne pourra plus faire d'heures supplémentaires. Mais bon sang, battons-nous pour avoir des salaires décents. On est encore, malgré ces 183 euros et quelques réformes, les aides-soignants qui sont passés en catégorie B, enfin, il y en a qui ont eu juste 2 points d'augmentation d'indice. Je rappelle que le point d'indice, il est à 4,80 €. Et il était à 4,65 € avant. Donc voilà, vous avez obtenu 15 centimes d'augmentation sur le point d'indice et vous, pour certains, ont eu que 2, 3, 4, 10 points d'indice supplément en passant en catégorie B. C'est totalement insuffisant. On parle de moyens. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a une évolution des conditions de travail? Puisque tu as eu l'occasion aussi d'accompagner aussi des soignants qui ont eu des difficultés, soit au niveau des harcèlements, soit au niveau des conditions de travail, le planning et tout ça. Est-ce que ça aboutit également à des résultats C'est-à-dire dans l'établissement? Dans l'établissement, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter la casse, mais on est dans l'établissement victime de la raréfaction du personnel soignant, comme dans tous les établissements. On a effectivement du mal. Une petite question concernant, tu es d'accord pour réintégrer la réintégration des soignants qui sont partis? Qui sont partis. Depuis la Covid ou le Covid-19. Ceux qui ont été suspendus. Oui, mais bon, sur Béclair, il y en a eu très très peu. Sur d'autres établissements, je crois qu'il y a quand même pas mal de soignants qui ont été suspendus. Et bien sûr, c'est ridicule, parce qu'on voit bien que, bien qu'étant vacciné, on peut se choper le Covid, être asymptomatique et l'avoir quand même, et les 3e et 4e doses ne sont pas obligatoires. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la posture gouvernementale pour dire, nous, on a décidé qu'il fallait vous vacciner, et puis point barre. Aujourd'hui, c'est ridicule. Même si on se fait une 4e dose, il y a, on n'a pas de plus par rapport aux 2 premières. Et si on s'arrête aux 2 premières, on n'est pas protégé puisque le vaccin n'est pas pérenne dans le temps sur sa protection. Il y a eu un certain nombre d'Osiris aussi. Par exemple, on vient de voir, parce qu'on va voir la vidéo également en parlant de ça. On a signalé qu'il y a des os usés. T'en penses quoi? J'en pense. Parce que ça donne quand même des résultats puisque le syndicat s'en est mêlé, on va dire ça. Ah oui, on s'en est mêlé parce que c'était quand même assez hallucinant. Donc on a montré que en fait ce qui se passait, c'est que le vide sanitaire était engorgé de
d'excréments sur une hauteur d'environ 50 à 60 cm et qui s'écoulait en bas des piliers de l'établissement. Et en fait, c'est parce que les tuyaux, les fontes des eaux usées sont d'origine et elles craquent parce qu'elles n'ont pas été changées, parce que dans notre établissement, les travaux de maintenance n'ont pas été faits en temps et heure parce que, encore une question financière. Donc là, on se retrouve avec un vide sanitaire qui, pour le coup, n'a rien de sanitaire, des odeurs épouvantables. Et là, ils sont en train de le vider par terre. C'est comme si on déversait une fosse septique voilà, sur le trottoir, ce qui est totalement interdit. Et, bon, alors, il y a eu des mesures de fait. OK, ils vont peut-être enfin changer ces fameux tuyaux parce qu'hier, on a dénoncé ça en CHSCT et que le directeur n'était pas au courant, quoi. Voilà. Ça prouve que les Osiris fonctionnent quand même, par exemple. Ça, c'est justement c'est la question que je te posais. Les Osiris, ça fonctionne quand même, les camarades. Alors, les Osiris, ça fonctionne. Le CHSCT, évidemment, aussi ça facilité les choses. Alors, je rappelle, tu parles des Osiris, ça me fait penser à une chose. Il y a des cadres qui disent faut pas faire d'Osiris, hein, surtout que ce soit sur le manque de personnel, que ce soit sur les... Enfin, voilà, particulièrement sur le manque de personnel, parce qu'ils ont peur de se faire taper sous les doigts. Je rappelle que nous sommes fonctionnaires et que ce n'est pas un droit de faire un Osiris, c'est un devoir. C'est le devoir du fonctionnaire que d'alerter sa hiérarchie par tout moyen de la difficulté qui lui est faite de remplir la mission que l'État lui a confiée. Voilà, c'est-à-dire que si vous deviez être 2 pour 24 patients et que vous vous retrouvez seul pour 24 patients, votre devoir est d'alerter la hiérarchie de cette difficulté à remplir la mission qu'on vous avait confiée à l'origine. Ils trouveront peut-être personne. Voilà, ça va monter hiérarchie en hiérarchie comme ça, ils trouveront personne. Mais au moins, s'il y a un problème avec un patient, ça protège les agents. Je vais employer le mot transmission, ça aussi c'est notre but, c'est justement les Osiris, c'est pas un défouloir comme on a entendu ça dans la bouche de certains cadres, donc c'est un moyen d'informer aussi, un moyen d'améliorer les conditions de travail. Ah oui, complètement. D'ailleurs, la direction qualité qui lie l'ensemble des Osiris n'arrête pas de dire et répéter qu'il faut absolument faire des Osiris parce que ça permet d'avoir des mesures correctives et d'éviter que ce type d'événement qui est relaté dans un Osiris ne se reproduise. Alors effectivement sur le linge, sur le ménage, on pourrait presque en écrire un tous les jours et du coup les gens disent on voit pas d'amélioration donc on n'en fait plus. Ils ont tort. Ils ont tort parce que sur le ménage, il est toujours aussi catastrophique, voilà, parce que Samsic ne fait pas son travail correctement. Et puis sur le linge, il y aurait beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui ramènent quand même leur blouse ou leur tunique à la maison pour le laver. Et ça, c'est absolument anormal. Absolument anormal. Nous allons parler, peut-être on va revenir sur d'autres choses, et puis on va parler des élections. Bientôt les élections professionnelles du 5 au 8 décembre prochain. Comment ça va se passer? Ça va se passer... Ça va se passer. Alors, la théorie. Alors, vous avez reçu tous chez vous, en principe, 2 enveloppes. La première comportant un identifiant. Ça, c'est la première, et puis la deuxième, et la deuxième, c'est avec le mot de passe. La troisième, c'est l'enveloppe. Hein. C'est l'enveloppe avec les professions de foi qui vous permettront de choisir pour quel syndicat voter. En fait, il faut voter CGT pour être clair, parce que c'est à peu près le seul syndicat qui n'a jamais changé de ligne, qui ne fait pas de compromission avec la direction, des compromis parfois, parce qu'il faut savoir un peu de part et d'autre, mais jamais de compromission. Et qui fait qu'on peut avancer les choses et faire évoluer les choses. Voilà. Alors comment ça va se passer? Donc vous avez reçu vos enveloppes, vous allez désigner, voter. Il faudra d'abord changer votre code parce que là c'est un code provisoire. Donc je vous conseille dès maintenant, vous pouvez changer votre code pour
et remettre un autre mot de passe. L'identifiant déjà. Oui, donc vous rentrez sur la plateforme, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe et on vous demandera de changer votre mot de passe avec 12 caractères, voilà, etc. Enfin, vous suivez le mode d'emploi, mais c'est un peu long pour avoir essayé. C'est pas très très simple et ça risque, encore une fois, ils ont complexifié le processus de vote et ça risque de dégoûter les agents de voter, d'aller jusqu'au bout de cette procédure. Donc ça, c'est assez insupportable. Vous pouvez faire ça chez vous tranquillement. Hein. Ah, on peut faire ça chez soi, sur son PC, sa tablette, son téléphone. Mais bon, mieux vaut s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc, il faut vos deux codes. Si vous avez oublié votre code, il y a un numéro de téléphone qui n'est pas accessible en ce moment, mais qui sera accessible à partir du 5 décembre. Pour réinitialiser son mot de passe. Donc c'est encore plus complexe qu'en 2018, où c'était déjà un vote dématérialisé. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ouais, justement, qu'est-ce qui va changer par rapport aux précédentes élections, les élections d'avant, quoi? Alors, avant, c'est-à-dire aujourd'hui encore, nous avons un CTE, un comité technique d'établissement de groupe hospitalier. Qui traite notamment de tout ce qui est, pour faire court, tout ce qui est financier, tout ce qui est plan de formation et qui a accès aux formations. Voilà. Et les organisations de travail. Ça, c'était le CTE. On avait des CHSCT locaux avec des membres issus du site pour lequel on travaillait, issus des élections. Apparemment, le CHSCT est mort. Hein. Ça n'existe plus depuis le 23. Le CHSCT, on a eu le dernier CHSCT hier. Maintenant, ça s'appelle... On va dire 23 novembre. Donc, ça s'appellera maintenant des formations spécialisées. Et en fonction du résultat du vote, ça ne sera pas forcément des gens issus de Béclair. Ça pourrait être des gens issus d'un autre site du groupe hospitalier, par exemple, je sais pas, Ambroise Paré, par exemple, ou Garches, qui viendront siéger dans presque les mêmes missions que le CHSCT, enfin un petit peu diminué quand même. Je rappelle CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc on peut très bien avoir des gens qui sont pas issus de Béclair, qui siégeront dans cette nouvelle instance et qui viendront débattre des conditions de travail des personnels alors qu'ils ne les connaissent pas, alors qu'ils ne sont pas sur site. C'est absolument hallucinant. Cette loi Macron est passée de manière à déjà diminuer le nombre de représentants du personnel. Et il y en aura combien, par exemple? Eh ben, on passe, grosso modo, juste sur Béclair, on passe Béclair. de 9 à 6 déjà. Et les 6, comme je viens de le dire, ne seront peut-être même pas issus de Béclair. Donc c'est une vraie catastrophe. Comme si on demandait à quelqu'un de venir défendre quelque chose qui il n'est pas au courant, il ne sait pas comment ça se passe. Oui, ça peut passer à la trappe, quoi. C'est comme si on allait me demander de défendre ce qui se passe à la RATP ou à la SNCF alors que j'y travaille pas, quoi. Enfin, c'est aussi aberrant que ça. Donc moi, ça me fait très très peur pour les agents qui vont rester sur le site parce que qui va alerter la direction sur tel ou tel problème Je te sens très déçu. Ah non, mais c'est une catastrophe pour les agents. C'est vraiment... bon, alors, on connaît, enfin, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas encore, que le gouvernement Macron, quand même, c'est un gouvernement gouvernement des riches, hein, faut pas se le cacher. On dit que le travail est un coût, en fait, le travail est une richesse. Enfin, c'est lui qui permet aux riches d'être riches, hein, parce que s'il n'y avait pas les gens pour travailler pour ces gens riches, eh ben, ils ne seraient pas riches. Donc, quand on dit le patron, il risque sa vie, et c'est lui qui fait tourner l'entreprise. Non, c'est ses salariés qui font tourner l'entreprise. Et nous, le service public, bon, on voit bien, c'est ça aussi le gouvernement aujourd'hui. Quand on voit que les recettes de la sécurité sociale, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas, mais nous sommes payés par la sécurité sociale. Je veux dire et quand on voit que le gouvernement a passé par le 49.3 des recettes de la sécurité sociale qui ne correspondent même pas à l'inflation,
on voit bien que le problème de l'hôpital ne va pas, enfin, ça va pas s'arranger. Je vois pas par quel mystère ça pourrait s'arranger, sachant que les recettes vont continuer de diminuer. Donc, ce gouvernement est une catastrophe pour l'ensemble du service public et pour la santé en particulier. On voit bien tous les problèmes, que ce soit en pédiatrie en ce moment, qui est en phase très aiguë, qu'on a vu pendant le Covid. Enfin, les urgences, bah, c'est permanent, les urgences, alors particulièrement à Béclair. On a l'impression qu'il manque du monde partout. Mais il manque du monde partout, parce qu'on s'est débrouillé pour qu'il manque du monde partout. Dire que on a tellement dégoûté les gens, on leur a fait des conditions de travail tellement déplorables, des changements de planning incessants, des horaires hallucinants, des repos coupés, un seul repos dans la semaine. Les 12 heures. Les 12 heures. Non, mais oui. Enfin, moi, je comprends le personnel de jour, parce que c'est essentiellement une demande des équipes de jour. Je comprends pourquoi elles demandent le 12 heures. Entre le pire, elles choisissent le moins pire. Pourquoi le pire? Parce qu'aujourd'hui, en 2 équipes, matin, après-midi, on a une amplitude horaire finalement qui va de 6h45 à 21h15, quelque chose en fonction. On ne sait pas, quand on n'a pas un planning fixe avec un cycle de travail, on ne sait pas quand est-ce qu'on sera du matin, quand est-ce qu'on sera d'après-midi pour rendre un rendez-vous médical pour soi ou pour ses enfants. On ne sait pas si on doit le prendre le matin, l'après-midi, ses repos qui changent. Enfin, à un moment, c'est hallucinant. Quand on est du matin et que la collègue d'après-midi vient pas, on dit bah tu vas rester jusqu'à 19h. Enfin, c'est juste pas possible. On parle de qualité de vie au travail et plus on en parle et moins on en fait. Donc je comprends très bien que les filles veulent du 12 heures, au moins c'est 7h, 19h, bon, sans compter le quart d'heure d'habillage, déshabillage, de transmission qui là est complètement, c'est du bénévolat en fait. Hein. Bon, mais bon, même si on accepte ça, on comprend bien qu'elles gagnent en qualité de vie. Alors elles y voient beaucoup de repos, sauf que c'est ultra fatigant, surtout dans les services qui ne sont pas normés. En réanimation, vous savez toujours que 2 patients et demi pour une infirmière, voilà, et les aides-soignantes, une aide-soignante pour 4 malades. Mais dans un service d'hospitalisation conventionnel où c'est pas normé, où si vous devez être 2 pour 24 patients, vous pouvez vous retrouver à 1 pour 24 patients et ça ne changera pas la face du monde, même si le cadre, le service de suppléance a essayé de trouver du monde et qu'en ce moment on n'en trouve pas. Voilà. Donc il faudra le faire en 12 heures au lieu de le faire en 7h36. Les 12 heures, elles ne sont pas obligatoires. Ah non, elles ne sont pas obligatoires. Alors le système des 12 heures, c'est totalement dérogatoire. Voilà, c'est interdit par la loi d'ailleurs, sauf dans certains cas. Et ce certain cas, c'est après avis, un avis et pas un accord, un avis des instances qui étaient le CTE et le CHSCT. Et comme ce n'est qu'un avis dont l'administration n'est pas obligée de tenir compte, leur seule obligation, c'est de passer ce sujet devant les instances. Maintenant, si les instances disent non, ils peuvent le faire quand même. Par contre, en cas d'accident, d'absentéisme pour maladie ou pour accident de travail qui serait répétitif, alors que les instances ont dit non, comme on l'a dit pour les services notamment d'hospitalisation conventionnelle, alors qu'on avait dit oui pour les réa, parce que justement c'est normé, mais l'hospitalisation conventionnelle, il y a vraiment un risque pour la santé des agents. On avait dit non. Maintenant, s'il y a de l'absentéisme en augmentation, avec des accidents de travail, des maladies professionnelles, avec des taux qui augmentent, là quand même ils auront affaire à l'inspection du travail. Il y a des gens qui disent que les élections, pourquoi aller voter, c'est tous les mêmes, je ne veux pas voter, de toute façon, c'est fait d'avance. T'en penses quoi? Pourquoi vote-t-on? On vote... Question simple. Hein? Question simple, pourquoi vote-t-on? On vote pour défendre ses conditions de travail, on vote pour un syndicat qui va pas dire oui, qui va pas signer systématiquement tout ce que la direction générale veut leur faire signer. Alors là, j'ai dans le collimateur, franchement, la CFDT. Pourquoi? Parce que
Elle a signé la nouvelle organisation du temps de travail en 2016 par Hirsch, que le DG de l'époque, Martin Hirsch, avait fait, c'est-à-dire suppression de la fête des mères déjà, euh, passage des 7h50 en 7h36, donc en diminuant le nombre de RT, 7h30 pour les nouveaux embauchés. Alors, quand même, est-ce que les gens se rendent compte que entre 7h36 et 7h30, pour 6 petites minutes par jour, parce qu'après, quand on dit ouais, le temps de transmission, en 12 heures, vous ne le prenez pas en compte, même si c'est un quart d'heure. Bon, vous vous rendez compte que 6 minutes par jour de travail, entre 7h36 et 7h30, ça fait perdre 3 RTT à l'année. Il ne faut pas compter à la journée. Effectivement, 6 minutes, bon, ça a l'air ridicule. Mais compter à l'année, ça fait perdre 3 RTT aux gens. C'est ça que la CFDT a signé à l'époque. Et aujourd'hui, elle a encore signé l'accord préélectoral. Enfin, c'est le DG avec eux, voilà, fait n'importe quoi. Bon, je ne voudrais pas casser trop de sucre sur le dos de Sud, qui, chez nous, ils sont... on travaille bien ensemble et ils sont un peu dissidents de Sud Santé. Il faut quand même se rendre compte que Sud Santé a aussi là signé le protocole social de Martin Hirsch juste avant qu'il parte. Protocole social disait quoi? Plein de bêtises. Il y avait une seule chose intéressante, nous ne l'avons pas signé non plus, parce que c'était plein de bêtises. La seule chose intéressante qu'il y avait dans ce protocole social, c'était éventuellement des changements horaires, par exemple 8 heures du matin, 8 heures d'après-midi, 10 heures de nuit. Ça donnait quoi? Ça donnait un jour de repos supplémentaire tous les 15 jours. Et surtout, ça donnait un temps de transmission où on pouvait, sur ce temps-là, faire des formations, dans le service, s'aider à faire, je sais pas, des désinfections, des pansements complexes, des choses, etc. Ils n'ont pas voulu, ils ne respectent même pas, les directions ne respectent même pas ce qui a été signé et ce qu'ils ont fait signer à ces deux syndicats, parce que là, CFDT a signé aussi. Voilà, ils ont obtenu des signatures, contre quelles promesses, je ne sais pas. Alors là, je dis bien que c'est la tête de Sud, je n'accuse pas nos sudistes ici, mais maintenant, si les gens votent Sud, il faut savoir que c'est Sud, c'est la tête de Sud qui va engranger les voix, et pas forcément ceux de Béclair, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que les résultats n'étaient plus de sites, mais de groupes hospitaliers. Donc... Il y en a il y a des gens qui reconnaissent, des syndicats qui reconnaissent que la CGT, c'est un syndicat de combat. Est-ce vrai? Ah bah oui, complètement. Je veux dire on a toujours lutté pour l'amélioration des conditions de travail, les augmentations de salaire, la fixité des plannings et des embauches. Je veux dire que pourquoi on ne trouve plus personne sur le marché du travail pour travailler à l'hôpital? Enfin, plus de soignants. Parce qu'on a des conditions de travail déplorables. Et puis les élèves, ils le voient bien. Quand ils viennent en stage chez nous, ils n'ont pas forcément envie de venir y travailler parce qu'ils voient les conditions de travail des personnels. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui... Ah ben, il y en a qui veulent même plus être stagiaires. Il y a des infirmières qui veulent juste être embauchées en CDD. Comme ça, si ça leur plaît pas, elles peuvent partir plus vite. Donc on arrive donc on s'est battu pour avoir, mais on n'est pas suffisamment nombreux. C'est toujours pareil. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas en levant le doigt poliment et en étant trois derrière une banderole qu'on va obtenir des choses. C'est évident. Donc voilà, il faut que les gens se battent, se bougent, et puis soient derrière un syndicat de lutte, pas un syndicat qui accompagne gentiment ce que demande la direction. Quels sont les enjeux de ces élections professionnelles? Les enjeux, c'est justement, moi, ce qui me fait peur, c'est que... Je viens d'ajouter par la suite, tu vas répondre après, pourquoi voter chez GT? Alors, voter CGT, ce que je viens de dire, c'est pour avoir un syndicat qui va défendre les intérêts des agents, c'est-à-dire dans l'augmentation de salaire, dans l'amélioration des conditions de travail, la fixité des plannings, voilà, et qui ne va pas signer ce
que la direction demande. Enfin, je veux dire que quand j'entends que des infirmières en 12 heures font 6 heures d'un côté et 6 heures dans un autre service, et qu'on vient de me parler de qualité et de sécurité des soins, enfin, c'est juste pas possible. Enfin, et les gens sont d'une docilité maintenant. Ils croient tout ce que les cadres racontent, et les cadres, ils racontent quoi? Bah, ils ont un service à faire tourner, ils sont capables de vous raconter la lune. Et comme les gens ne connaissent pas leurs droits, parce qu'ils ne sont pas syndiqués, je veux dire que, alors j'ai un petit dossier là, de connaissance de vos droits, qu'on va distribuer dans pas longtemps, pour que les gens sachent qu'à un moment, ce que mon cadre me dit, c'est une bêtise, et ce qu'on me demande, c'est interdit. Voilà, il faut que les gens connaissent leurs droits. Et pour ça, il faut se syndiquer à la CGT. CGT, tout à fait. Donc, comment on contacte les gens, ils viennent comment ça se passe concrètement pour syndiquer pour être adhérent? Ah bah pour être adhérent, c'est très très simple. Il faut quand même avoir un petit esprit de lutte et voilà. Et on a des formations. Alors pour se syndiquer, très concrètement, bah, il y a un papier à signer, comme quoi j'adhère, et puis après une cotisation à verser ou à l'année ou mensuellement ou par prélèvement automatique. Enfin, c'est assez simple, sachant que c'est on a des déductions fiscales et on fournit ce papier en début d'année suivante, effectivement. Contrairement à l'ordre infirmier, où il faut payer pour travailler, hein, pour cotiser à l'ordre, et ça, on ne peut pas le déduire de ses impôts. J'ai vu le 23 novembre dernier, tu as fait un petit discours concernant la mort de CHSCT. Est-ce que tu peux nous relire cette déclaration? Alors j'ai lu ça Vous étiez noir. on était tous habillés en En deuil. deuil. Et donc j'ai lu ça à la direction. Voilà, c'était un clin d'œil. Nous sommes réunis ce jour pour ses obsèques. Fauché en pleine force de l'âge, le CHSCT est mort dans sa 40e année. Né des CHS en 1926 dans les industries des métaux, il a grandi progressivement dans l'ensemble des entreprises jusqu'à ce qu'un mouvement socialiste, à l'époque encore à gauche, lui donne un petit frère en 1982 et le nomme CHSCT. Oui, à l'hygiène et à la sécurité, il s'attelle enfin aux conditions de travail et édicte les 9 principes fondamentaux de la prévention, dont l'un est d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Dans cette période où l'on tente justement d'adapter l'homme au travail, il a fallu le tuer. Oui, le CHSCT est mort noyé. Noyé dans le comité social d'établissement. Cette chose dont on entrevoit la finalité, car inventée par un gouvernement qui pense que le travail n'est qu'un coût qu'il faut diminuer pour mieux augmenter la richesse de quelques-uns. Nous, ces mandatés, avons œuvré pour rappeler les principes de prévention et tenter de faire respecter la loi qui protège l'intégrité physique et morale des agents. Les futurs élus et désignés en formation spécialisée, issus des prochaines élections, auront bien du mal à assurer cette mission, c'en est d'ailleurs le but. Notre mission de service public de santé ne peut se remplir que si ces agents sont eux-mêmes en bonne santé. Alors en mémoire du CHSCT, nous souhaitons beaucoup de courage et de combativité à tous les agents pour que vive le service public et s'améliorent les conditions de travail. Dis-moi, comment tu sens ces élections professionnelles? Ah ben, je sens pas grand-chose en fait. J'espère que les gens auront la conscience de la nécessité d'aller voter, alors qu'ils ont quand même bien complexifié le processus de vote et qui risquent d'en dégoûter quand même certains. Et puis quant au résultat, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il faut aller voter pour que vous ayez toujours des permanents syndicaux dans l'établissement. Si vous avez une question, une difficulté, que vous ayez, il y a juste à frapper à la porte et à rentrer et à poser la question. Si ça va pas, on est là aussi pour conseiller, pour vous dire quels sont vos droits,
Et si vous n'avez plus aucune porte à laquelle frapper, ça risque d'être terrible pour les agents. Mais je suis très inquiète sur le sort qui va être fait aux agents qui vont rester, parce qu'encore en activité, oui. Le mot de la fin, Véronique? Allez voter et voter CGT. Voilà. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. C'est nos petits rendez-vous habituels qu'on vous offre à la CGT. On vous dit d'aller voter, voilà, c'est un devoir hein, d'aller voter. Et puis, bon courage. Et puis, les fêtes de fin d'année approchent aussi. On va entrer au mois de décembre, le dernier mois de l'année 2022. Une année mouvementée, on va dire ça comme ça, très mouvementée. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déceptions pour les uns et les autres. Je vais dire ça, je vais m'adresser aux collègues outre-mer en créole. Nous, quand ils ont Tchèberet Pavoli, on vous dit tenez bon également. Quand on refuse de reconnaître les méfaits de la chlordécone, faut comprendre que les gens puissent être en colère. Et c'est pas en les insultant qu'on gagne leur confiance, monsieur Macron. C'est en les respectant et en discutant. Donc soutien à nos collègues d'outre-mer qui sont en grande difficulté avec des hôpitaux délabrés. Voilà dans quelles conditions aujourd'hui on traite nos compatriotes d'outre-mer. Alors honte à vous ce gouvernement, honte à vous de traiter nos collègues et nos compatriotes d'outre-mer comme vous l'avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Et puis bon courage pour la suite. Oui, oui, et je rappelle que quand même ces élections, c'est pas qu'à l'hôpital, hein. C'est tous les fonctionnaires, donc c'est 5 millions de personnes qui sont appelées aux urnes, donc c'est important et voilà, il faut absolument. C'est aussi une façon de contrer les lois de Macron. Voilà. Merci Véronique et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.